Covid nous laisse un petit peu tranquille et donc enfin nous pouvons vous accueillir ici dans cette conférence qui va être consacrée, comme le titre l'indique, limitation ou arrêt des traitements et intérêt supérieur de l'enfant. Donc nous avons la chance de vous avoir comme invités, toutes les deux maîtres de conférences de droit, l'une de droit public, l'autre de droit privé. Les spécialistes verront les nuances à vous écouter et je vais tout de suite vous donner la parole. Merci beaucoup. Alors merci de nous accueillir, on est vraiment ravis effectivement d'arriver enfin à vous rencontrer. Et pour nous c'est toujours un plaisir de pouvoir nous exprimer devant des professionnels de santé parce que ça éclaire évidemment nos écrits d'une autre manière. On a besoin d'avoir un retour, de pouvoir discuter avec vous. Donc si j'oublie de le redire ensuite, n'hésitez pas à nous interrompre pendant le propos. On n'a pas prévu de laisser un temps de questions à la fin. On préfère éventuellement que vous nous interrompiez pour poser des questions ou réagir au fur et à mesure. C'est plus agréable pour tout le monde et puis ça permet finalement de creuser un peu davantage ce qui vous intéresse. Alors effectivement, nous sommes toutes les deux maîtres de conférences en droit à l'Université de Nanterre, Tatiana Grunler en droit public et moi, Camille Bourdermignon, en droit privé. Et si vous voulez, en droit de la santé, c'est vrai que ce double éclairage public, donc qui s'intéresse plutôt au rapport entre l'État, les administrés ou les collectivités publiques, et droit privé, les rapports entre les personnes privées, ce double éclairage en droit de la santé est très utile, parce qu'en fait, le droit de la santé est à cheval sur les deux. Et ne serait-ce qu'en termes de contentieux, selon que l'affaire s'est déroulée dans un hôpital public ou dans une clinique privée, ça ne sera pas le même juge qui sera saisi. Et il se trouve, alors c'est vrai que ce soir on va surtout parler du juge de droit public, mais il se trouve que les juridictions qui rendent leurs décisions, le Conseil d'État par exemple ou la Cour de cassation, ne motivent pas exactement de la même manière leurs décisions et en réalité, d'avoir une formation chacune dans un de ces domaines nous permet de lire et d'échanger sur la manière dont le juge a statué dans telle ou telle affaire. Alors on a l'habitude donc de travailler sur les questions de bioéthique en général, mais ça fait un certain temps maintenant qu'on s'intéresse à la fin de vie. Pour être précise, on a commencé à écrire sur ces questions au moment de la loi Claes-Noletti en 2016, et puis ensuite, au gré des contentieux, on a écrit quelques articles, dont deux sur les affaires qui nous serviront d'illustration, donc l'affaire Marois et l'affaire Inès, dont on reparlera. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se trouve devant vous ce soir. Et puis, on a écrit récemment un petit ouvrage pour expliquer, un commentaire de la réforme récente de la bioéthique de l'été dernier. Donc là, qui est beaucoup plus large et qui d'ailleurs n'aborde pas la fin de vie, puisque la fin de vie en a été exclue. Alors, quelques propos introductifs pour notre sujet. Les décisions, donc c'est des chiffres qu'on a trouvés dans la littérature autour de ces questions. Il y a environ 25 000 décisions d'arrêt des traitements qui sont prises chaque année, et une majorité de ces décisions concerneraient des enfants. Sur ces enfants, alors les enfants qui décèdent dans leur minorité décèdent à 80% à l'hôpital. À peu près 40% résultent de décisions de limitation et d'arrêt des traitements. Et on a vu dans un article qui était paru à l'occasion de l'affaire Inès et pour lequel l'un d'entre vous vraisemblablement avait été interviewé, que dans cet hôpital, ça serait en matière pédiatrique à peu près 2 décisions par an, alors vous avez peut-être rectifié ce chiffre, de limitation et d'arrêt des traitements en pédiatrie en moyenne. C'était ce qui était relaté. C'était en 2017. Bon, c'était peut-être dans un contexte. Ça a monté. Ah, voilà, ça a monté. D'accord, ouais, voilà. Bon, alors vous dites c'est un peu plus que 2 en fait. Ouais, d'accord. Je pense que si on rajoute la néonatologie, bonjour, je suis chef du pôle enfant néonatologie, c'est les choses. Je pense que si on rajoute la néonatologie, ça va être même encore plus. Encore plus, d'accord, voilà. Donc au regard de ces chiffres qui montrent quand même un nombre de décisions important, on peut se dire qu'en fait les contentieux sont très rares.
D'ailleurs, de fait, ce soir, pour illustrer nos propos, on va toujours parler des mêmes contentieux qui ont donné lieu à des décisions du Conseil d'État, voire de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc l'affaire Marois, qui concernait, comme vous le savez, un nourrisson, qui avait été victime d'un entérovirus foudroyant, qui avait entraîné un polyhandicap, et donc qui était dépendant d'une ventilation mécanique. Et donc, la décision d'arrêt des traitements s'était posée. Donc ça, c'était un nourrisson. On va parler bien sûr de l'affaire Inès, qui cette fois-ci est une adolescente de 14 ans, donc ce n'est pas exactement la même situation évidemment, qui souffrait d'une myasthénie auto-immune, qui a fait un arrêt cardio-respiratoire à la suite duquel elle a été mise en coma post-relationnel. Vous connaissez mieux que nous les faits. Et puis, donc il y a ces deux affaires-là. On parlera tout à l'heure d'une autre qui concerne une décision anténatale, qui est plus récente. Et puis finalement, depuis 2013, on a pu recenser une dizaine de décisions qui peuvent parfois concerner en fait une même affaire. Donc ça ne veut pas forcément dire 10 affaires différentes. Donc le contentieux est rare, mais comme vous le savez très bien, puisque ça vous est arrivé, un contentieux suffit à traumatiser une équipe. Et qui plus est, en fait, on pense que les médecins peuvent éprouver une sorte d'incompréhension face en fait à un malentendu de la loi en quelque sorte, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que la loi de 2016 sur la fin de vie, qui a particulièrement renforcé la place de la volonté du patient dans les dispositifs de fin de vie, a été pensée pour contraindre le médecin à respecter les volontés du patient, qui ne souhaite pas que l'on s'acharne, qui souhaite limiter, arrêter les traitements et mourir apaisé si possible, alors qu'en réalité, les contentieux se sont produits sur des situations inverses, des situations dans lesquelles les médecins ont proposé, ont décidé l'arrêt et la limitation des traitements, et pour ce qui concerne l'hypothèse des mineurs, les parents se sont opposés. Et ce n'est pas ce qu'avait prévu la loi, et je me souviens de Jean Leonetti qui était venu dans un colloque organisé par la SFAP en 2016, qui est l'un des députés à l'origine de cette loi et qui le disait. Il ne s'attendait pas du tout à ce type de contentieux. Voilà. Donc, en tout état de cause, un contentieux, c'est l'irruption du juge dans votre travail qui va contrôler la décision médicale, et on voit que son contrôle va en fait bien au-delà du respect du cadre procédural, finalement. Et c'est ça qu'on va un peu voir avec vous à partir des décisions sur les mineurs. Alors, toujours dans les éléments introductifs, pour préciser le cadre, c'était revenir un peu sur les contentieux. Donc Camille a déjà parlé beaucoup utilisé le terme de contentieux. En matière de limitation et d'arrêt des traitements, on est susceptible de trouver deux contentieux. En fait, on en trouve un essentiellement, qui est le référé liberté. Donc référé, ça veut dire en urgence. Mais il est possible aussi de trouver une action en responsabilité une fois que la décision médicale a été prise, faite, et pour réparer un préjudice. Et en fait, le contentieux de la responsabilité médicale, c'est assez traditionnel en droit de la santé, comme dans la responsabilité de demander réparation pour un préjudice subi à l'occasion d'un acte médical qui a été réalisé. Finalement, ça, c'est très abondant. Là, ce qui est nouveau, c'est finalement le recours au référé liberté, donc dans un moment très particulier, parce que en fait, on va demander au juge, au moment où la décision est prise, on va lui demander de réexaminer cette décision médicale. Bon, alors du coup, un mot sur le référé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à chaque fois que parce que dans un référé, on peut demander deux choses au juge. Soit de suspendre une décision, soit on peut lui demander d'enjoindre une action. Et les contentieux qu'on trouve en référé liberté en matière de limitation et d'arrêt des traitements, c'est toujours une demande de suspension de la décision de limitation ou d'arrêt. Alors, pour raisonner un peu, on peut se référer à une autre affaire qui a été jugée en 2017, que tu n'as pas évoquée, parce qu'elle n'a pas été abordée sous l'angle de la limitation et de l'arrêt des traitements, mais c'était une équipe qui, pour un enfant atteint d'un cancer, décidait d'arrêter, de ne plus proposer en fait une thérapeutique active et de passer au palliatif.
Et donc là, ils ont aussi utilisé la voie du référé-liberté en espérant que le juge enjoigne au médecin de prodiguer le traitement qu'il souhaitait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, le juge ne les a pas suivis, mais il ne l'a pas analysé comme une limitation de traitement. Il a analysé comme un choix thérapeutique, enfin un choix médical en tant que tel, mais pas une limitation d'arrêt ou un arrêt, enfin pas une limitation, on va dire, et par conséquent, on n'a pas examiné la procédure qu'on va voir tout en détail. Donc, c'est pour vous dire que voilà, des demandes de suspension sont possibles, mais que là, des demandes d'injonction sont possibles, mais que là, on en est resté au cadre traditionnel où un traitement est proposé par un médecin. Bien sûr, il faut obtenir le consentement du patient ou des détenteurs de l'autorité parentale, mais ce patient ou ces détenteurs de l'autorité parentale n'ont pas le choix du traitement qu'ils désirent. Voilà. Donc, on reste dans une participation forte, mais pas une codécision avec des places égales. Mais enfin, ça mérite d'être rappelé parce que parfois les choses sont un peu confuses. Je vous disais, donc nous, on va examiner surtout des référés-liberté, mais il ne faut pas oublier que l'action en responsabilité est possible. Alors nous, on a surtout trouvé c'est assez rare en la matière, mais il y a quelques cas de juges du fond qui ont été saisis, notamment à propos de la néonatologie, pour des réanimations qui avaient été pratiquées. Et après, la question a été de savoir s'il n'y avait pas eu une faute en réanimant un grand prématuré. Et donc, il y a eu quelques contentieux, quelques actions en responsabilité effectuées par les parents quand l'enfant réanimé a eu de lourds handicaps. Donc, c'est important. Quand on dit juge du fond, c'est les juges de première instance et d'appel, donc c'est ni le Conseil d'État, ni la Cour de cassation, et encore moins les juges européens. Et ça signifie que potentiellement leur décision, elle peut être remise en question. Parfois, le contentieux ne va pas plus loin, mais on peut tirer moins de leçons d'une décision des juges du fond que d'une décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Mais donc voilà, c'est pour dire qu'il y a aussi ce risque qu'on continue, on aille plus loin dans les actes médicaux réalisés et que finalement des préjudices existent et que l'action en responsabilité intervienne. Donc c'est pour avoir quand même le cadre général et qui fait que voilà, il peut y avoir une certaine difficulté pour les professionnels. Alors donc je vous le disais, oui, c'est une irruption du juge avec ses référés-liberté dans ses affaires de limitation et d'arrêt des traitements au moment où la décision est prise, enfin au lendemain, alors que traditionnellement, en matière de responsabilité, le juge intervenait a posteriori, ce qui changeait la donne. Alors, sur le référé-liberté, ceux qui ont été confrontés le savent, en fait, c'est pour permettre que le juge intervienne en urgence et donc éviter, alors normalement c'est des actes de l'administration, alors l'hôpital c'est un peu particulier, mais voilà, c'est l'idée qu'il faut permettre de suspendre ou une décision qui sinon va produire un effet peut-être irréversible, négatif en tout cas, avant que le juge ne puisse par exemple statuer sur le fond de la décision et vérifier sa légalité. Donc c'est vraiment un outil intéressant qui date des années 2000. Et les conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision administrative, il faut qu'on soit en situation d'urgence et qu'il y ait une liberté fondamentale qui soit en cause. Donc dans nos affaires, ça va être toujours le droit à la vie. Et il faut, enfin, qu'il y ait une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Donc là, il va falloir que le juge trouve une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie. Alors le principe, c'est que le juge statue, on dit, il va statuer à juge unique plutôt qu'en collégialité, pour justement réagir vite. Il doit statuer dans les 48 heures. Et voilà, c'est à peu près les spécificités. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces questions de limitation et d'arrêt des traitements, les particuliers conseillés par des avocats ont utilisé cette voie-là et que le juge a un peu remanié la procédure du référé-liberté. C'est-à-dire que fréquemment, sur ces situations qui sont délicates aussi pour le juge, bien sûr qui n'est pas médecin, il va avoir besoin d'expertise, donc d'un temps. Donc en fait, il ne va souvent pas statuer du tout dans les 48 heures.
Et donc, il va demander une expertise. En général, il ne va pas statuer à juge unique, mais en collégialité. Donc, ce qui aussi traduit qu'il aborde le sujet avec une certaine difficulté. Et alors, donc ça, c'est dans le cadre procédural. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les décisions, on se rend compte que le juge a en fait examiné la légalité quasiment de la décision. C'est-à-dire qu'il ne dit pas simplement il y a une atteinte grave et manifestement illégale ou il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale. Quand il va valider une décision prise par un médecin, il va dire il n'y a pas d'illégalité. Donc en fait, il fait déjà, ça montre, c'est un mot, hein, mais en fait, ça veut dire qu'il a été plus loin que, vous voyez, l'erreur un peu manifeste, particulièrement visible. Voilà, il fait un contrôle un peu plus poussé. Alors, les cas de figure médicaux, tu les as évoqués, mais c'est vrai qu'on peut pas parler de manière complètement homogène des situations. On va souvent devoir distinguer, soit parce que finalement la situation médicale est très différente. Voilà, est-ce qu'un grand prématuré, la question de la limitation ou de l'arrêt, est-ce qu'on tente la réanimation, jusqu'où on va? Et puis, évidemment, donc c'est un très jeune enfant, mais parfois les décisions sont même prises en anténatal, avant que l'enfant naisse. On va dire qu'on n'entreprendra pas si la naissance survient à telle date. Et donc ça, pour nous, c'est même un peu vertigineux, parce qu'en fait, on prend une décision à l'égard d'un patient, mais qui en fait n'a pas encore de personnalité juridique. Voilà, mais ça a été analysé quand même comme tel par une cour administrative d'appel. Tu évoquais le cas marois donc, du bébé, donc il y a les actes que l'on peut faire ou pas, mais il y a aussi le fait que cet enfant est incapable d'avoir une volonté et de l'exprimer. Et puis il y a le cas d'Inès, mais au sens où voilà, là on a un enfant, adolescent, qui peut avoir une volonté, qui pourrait avoir exprimé une volonté. Voilà, donc ça aussi, ce sont des cas de figure différents et qu'on sera bien amené à distinguer soit par vos questions, soit par nos remarques. Alors, on voudrait vous proposer une intervention en 2 temps, balayer en quelque sorte le cadre juridique général de la limitation et l'arrêt des traitements et voir déjà les points qui peuvent être difficiles ou complexes ou flous, et en particulier quand il s'agit d'un patient mineur, étant donné que le cadre n'a pas été pensé, selon nous, pour des mineurs. Et puis, dans une deuxième partie, plus spécifiquement, nous focaliser sur les questions juridiques et éthiques, sur les places respectives des uns et des autres, et en particulier des parents et des enfants, bien sûr, au regard de la place du médecin. Mais voilà, là, on est dans une situation particulière qui n'est pas médecin et patient, mais il y a ce tiers particulier que sont les parents. Alors on met parents, finalement, en fait ce sont les détenteurs de l'autorité parentale, mais on reviendra sur ces aspects-là. Alors, sur le premier point, donc je le disais, le cadre est manifestement pensé pour un patient majeur. D'ailleurs, il faut garder à l'esprit que les 2 lois qu'on a déjà évoquées, la loi Leonetti de 2005 comme la loi Claes-Leonetti de 2016, à chaque fois ont été des réactions du législateur à un fait divers. Alors, il y avait une volonté sans doute de légiférer avant, mais néanmoins, à chaque fois, c'était la dernière fois avec quand même le prisme de Vincent Lambert et des difficultés qui avaient été posées et des difficultés d'interprétation aussi du texte. Et auparavant, c'était Vincent Humbert aussi, qui était donc un adulte qui demandait à ce qu'on arrête des traitements. Donc, vous voyez, à la fois pour des majeurs et puis plutôt dans des hypothèses où il pouvait y avoir une volonté d'arrêter. Donc ça revient sur ce que tu disais, Camille, sur le fait que finalement les contentieux nous montrent autre chose que ce qui était envisagé initialement. Alors, le premier point, c'est de voir comment la limitation et l'arrêt des traitements au titre de l'obstination déraisonnable est abordé sur le plan juridique. Et en fait, on constate déjà que dans les textes, c'est assez ambigu. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une obligation du médecin,
que de ne pas faire de l'obstination déraisonnable. Il y a un interdit. Et en même temps, là où l'ambiguïté intervient, c'est que dans la formulation, ne serait-ce que des textes, on voit qu'il y a la place que tu évoquais de cette volonté du patient. Et donc, quand tout concorde, tout va bien, mais en fait, potentiellement, ça peut s'opposer. Alors, pour revenir là-dessus, oui, si on reprend le serment d'Hippocrate, je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Clairement, il y a l'idée d'un interdit qui existe de s'acharner de manière déraisonnable. Donc, c'est plutôt comme ça qu'initialement c'est pensé. Dans le Code de déontologie, qui fait partie du droit positif, bien sûr, qui a valeur réglementaire, puis ensuite dans la loi Leonetti de 2005, clairement, cet interdit est aussi posé. Donc, l'interdiction de l'obstination déraisonnable, c'est le terme employé dans la loi. Mais déjà, dans le décret d'application de la loi de 2005, on voit trace des souhaits de la personne. Donc, déjà, il y a un peu ce... alors, ce n'est pas dans la loi, mais c'est dans le décret d'application. On voit qu'il y a un interdit, mais qu'il faudra tenir compte des souhaits de la personne. Et là, clairement, en 2016, vous avez le texte sous les yeux, dans le Code de la santé publique, donc dans la partie législative, il est dit donc que les actes médicaux ne doivent pas, donc là, ne doivent pas, clairement, c'est un interdit, être mis en œuvre, poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Donc ça, c'est la partie interdiction que j'évoquais. Mais voyez la phrase d'après, lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Donc c'est ce fameux « peuvent ». Et on voit que là, conformément à la volonté du patient arrive, donc on voit que ça peut s'opposer. Alors, donc certains disent, finalement, il y a un interdit du médecin. Quand je dis certains, c'est certains juristes qui commandent cette loi en disant, finalement, il y a un interdit du médecin, mais qui se double d'un droit du patient. Donc, on sent germer la difficulté. Et donc, l'autre... Alors, comment dire ? Il y a une divergence chez les juristes dans l'interprétation de cet article. En gros, on pourrait dire qu'il y a 3 interprétations. La première, nous, on a écrit un article qui est au tout début, tu disais Camille, c'est là où on a commencé à écrire à 2 sur cette question. En 2016, vraiment, la loi venait de paraître. Nous, on a dit qu'il y avait une incohérence dans le texte. C'est-à-dire qu'à la fois, donc notre interprétation, c'est, voilà, il y a un interdit, mais après, il y a cette possibilité d'une volonté contraire du patient. Et donc, en fait, on voyait déjà, nous, on disait qu'il y avait un nœud et que voilà, il y avait une difficulté liée au texte. Certains disent, en fait, il y a une zone grise, mais elle est voulue. Et s'appuie notamment sur une partie des débats parlementaires en disant, finalement, c'est un flottement, mais qui est voulu parce que c'est pour permettre une adaptation au cas par cas. Disons qu'il y a des hypothèses où l'obstination déraisonnable ne va pas être nette et claire. Et donc, dans ce cas-là, ce qui va emporter un peu la conviction, ça va être la volonté du patient. Donc, c'est vrai que ça n'est pas parfait, mais en fait, c'est le miroir de la réalité, d'une certaine réalité. Donc, l'idée, c'était que ça permettait une latitude au médecin, en fonction de chaque situation, en fonction de la volonté exprimée, d'adapter un peu son critère d'analyse et de mesure de l'obstination déraisonnable. Voilà, je pense que... Non, tu voulais... oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont un peu plus loin. Voilà, en fait. j'allais dire. Oui, voilà. Et il y a la troisième interprétation qui est de dire, non, en fait, le texte est très bien rédigé. En fait, c'est 2 hypothèses distinctes. Il faut distinguer les 2 phrases. Et la première, c'est en fait une obstination déraisonnable qu'on va qualifier d'objective. Enfin, voilà. Donc là, il n'y a pas de doute. Et donc, cette obstination déraisonnable qui est... objective, eh bien là, le médecin décide, et il est dès lors qu'il la qualifie d'obstination déraisonnable, il a vraiment l'interdiction de faire les actes. Et puis il y a une autre hypothèse où on aurait une obstination déraisonnable, du coup elle va être qualifiée dans la doctrine de subjective, qui correspondra à la définition qui serait donnée ici. Vous voyez, l'inutilité, la disproportion et le maintien artificiel en vie. Et donc dans ce cas-là, il faudrait que ça serait apprécié au regard de la volonté exprimée du choix du patient. Voilà.
Donc, Et ça peut aller loin, cette interprétation, parce que si on la suit, à suivre la doctrine qui la développe, dans le premier cas, dans l'obstination déraisonnable objective, on n'a pas à appliquer la procédure collégiale. Et tout. Le médecin sait qu'il est en train de tomber dans l'obstination déraisonnable, il n'a pas le droit, ça s'arrête là. Et ce n'est que dans les autres cas que la volonté intervient. Donc, en réalité, dans le contentieux, on voit que ça ne s'applique pas de cette manière-là. Mais c'est ce que défend, enfin c'est l'interprétation qui est proposée. Et finalement, il y en a presque une quatrième qui est de distinguer entre ce qui relève du maintien artificiel en vie, donc c'est en fait Vincent Lambert. En tout cas, dans ce cas-là, oui, ça a été qualifié comme du maintien artificiel en vie. Et l'obstination déraisonnable, qui est là le fait de proposer un traitement, par exemple une énième chimio dont on sait qu'elle n'aura pas d'intérêt sur ce patient compte tenu de l'avancement du cancer, etc. Et qui font cette distinction pour dire que, là encore, quand la question c'est le maintien artificiel, finalement, la volonté de la personne intervient parce que chacun peut être juge de l'intérêt ou pas pour lui d'être dans cette situation. Voilà. Bon, en tout cas, ces interprétations montrent bien que le texte n'est pas clair, ça là-dessus, on ne s'était pas trompé. Sur le reste, peut-être, mais... Alors, donc après, sur le deuxième point, on vous proposait de revenir un peu sur la procédure, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le cas de figure, alors ça va dépendre de l'interprétation, mais disons que quand on est dans le cas d'une obstination déraisonnable, on suspecte une obstination déraisonnable, et qu'on a un patient qui est hors d'état de s'exprimer, et évidemment pour le cas des mineurs, ça va nous intéresser, parce que soit le mineur est dans un coma et il ne peut pas s'exprimer, mais si c'est un nourrisson, il n'aura jamais pu s'exprimer. Et puis, donc évidemment, ça déborde bien sûr la question de l'enfant, mais enfin, ça le concerne tout particulièrement. Même s'il peut bien sûr être doté d'une volonté et d'une expression, c'est là encore pas homogène. Mais donc, quand on est dans cette hypothèse d'une obstination déraisonnable sur un patient qui est hors d'état de s'exprimer, alors... quelle procédure on va appliquer? Tout ça est décrit en fait dans la partie réglementaire du Code de la santé publique. Et la première chose, ça va être de penser à la procédure collégiale. Alors, sous réserve de ce que tu disais, effectivement, tu disais que dans certains cas, selon une interprétation, on ne pourrait pas la faire. Mais enfin, nous, ce qu'on voit, c'est que chez les réanimateurs, quand même, la procédure collégiale est assez systématique. Elle était avant même la loi de 2005 et elle a continué depuis. Donc, la procédure collégiale, elle peut être à l'initiative, bien sûr, des professionnels, mais aussi de la personne de confiance du patient. Donc, ça ne va pas concerner un mineur, puisqu'il ne peut pas désigner une personne de confiance, on y reviendra, mais ça peut être aussi à l'initiative d'un proche du patient. Donc, ça n'exclut pas des parents qui... dirait qu'on est dans l'obstination déraisonnable et demanderait à cette procédure collégiale. Donc c'est quand même intéressant parce que dès cette question de l'initiative, on voit que ça n'est pas quelque chose qui est uniquement entre les mains du médecin ou de l'équipe soignante. Il y a une possibilité d'initier autrement. Alors... c'est pas un cas d'école, hein. On a du contentieux dans lesquels les parents, il y a au moins une affaire dans laquelle les parents ont engagé la responsabilité de l'équipe, du médecin, parce qu'ils n'avaient pas arrêté suffisamment tôt les traitements et donc avaient commis l'obstination déraisonnable. Donc même si c'est pas le contentieux dont on parle ce soir, ça existe cette situation. C'est un cas d'école, ensuite, donc les proches sont informés du fait qu'il y a une décision de procéder, d'organiser une procédure collégiale. Ensuite, cette procédure collégiale, il est précisé dans les textes qu'elle consiste dans la concertation de l'équipe de soins. Alors ça, l'équipe de soins, elle peut être différente selon les cas. Il doit y avoir un recours à un avis motivé d'un médecin extérieur en tant que consultant, lequel doit être sans lien hiérarchique avec le médecin responsable du patient. Et il peut y avoir un deuxième médecin consultant si besoin. C'est à ce moment-là aussi qu'on va examiner les directives anticipées,
ou qu'on va aller recueillir le témoignage de la volonté du patient auprès de la personne de confiance ou, alors donc là tout de suite je précise que ni les directives anticipées ni la personne de confiance, comme je l'ai dit, n'étaient possibles pour un enfant même doté de discernement. Le législateur l'a exclu, on pourrait en discuter, mais aussi le témoignage auprès des proches. Donc vous voyez là c'est une première entrée éventuellement des parents, c'est-à-dire mais là ça serait une consultation des parents pour leur demander s'ils connaissent les souhaits de leur enfant. Donc, dans l'hypothèse où l'enfant est capable d'avoir exprimé une volonté antérieurement à sa situation de hors d'état. Donc, ça aurait pu être le cas dans l'affaire Inès. Voilà. Et alors, dans le cas des mineurs, c'est là où il y a une particularité, le médecin doit en outre recueillir l'avis des détenteurs de l'autorité parentale. Donc, le plus souvent, on va dire les parents, évidemment, sauf cas où il y a urgence. Alors là, c'est une question. Le texte, là encore, n'est pas très clair et on peut se demander si cet avis des détenteurs de l'autorité parentale, il doit être donné avant la procédure collégiale pour que l'équipe en concertation ait cet élément au moment où il discute du cas, ou si c'est après, parce qu'il y a une formulation qui est en outre, et donc on a du mal à savoir à quoi se rapporte le en outre, si c'est à l'issue de la collégiale ou si c'est en plus du médecin consultant extérieur qui est demandé. Et donc là, vous voyez, là, c'est vraiment leur avis en tant que personne et malgré tout dans leur fonction de détenteur de l'autorité parentale. Hein. On reviendra, Camille reparlera de ça. Donc vous voyez, à deux niveaux, ils peuvent intervenir. Ensuite, à l'issue de la collégiale, c'est le médecin qui prend la décision. Donc ça reste une décision absolument individuelle et donc de la responsabilité du médecin. Cette décision doit être motivée et logiquement, les proches, donc en l'occurrence les parents, doivent être informés de la décision et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt des traitements. Donc tout ça, c'est ce qui est dans les textes, c'est écrit. Après, les textes sont interprétés. Et en particulier, la loi a été interprétée par le Conseil constitutionnel en 2017. Et ça, c'est pas n'importe quel juge parce qu'il a validé la loi en disant que cette loi était conforme à la Constitution, mais sous réserve de l'interpréter d'une certaine manière. Donc en fait, maintenant, quand on lit la loi, il faut la lire avec cette interprétation du Conseil constitutionnel qui s'ajoute véritablement au texte. Et donc, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il fallait donc que la décision de l'acte prise au terme de cette procédure soit notifiée à la personne de confiance ou à l'entourage. Et en fait, dans l'entourage, c'est toutes les personnes qui ont été justement consultées à quelques moments que ce soit de la procédure, autour de la procédure collégiale. Donc vous voyez que ça veut dire que pour un enfant, forcément, les détenteurs de l'autorité parentale devront se voir notifier la décision de limitation et d'arrêt des traitements. Et il a ajouté que ses proches devaient être en mesure d'exercer un recours effectif, donc ce qui voulait dire un recours utile. Donc ce qui concrètement veut dire que en fait, la décision ne peut pas être mise en œuvre immédiatement après qu'elle a été prise et notifiée, parce qu'il faut leur laisser un temps pour possiblement exercer leur recours. Donc concrètement, c'est le référé liberté dont je parlais tout à l'heure. Sauf que vous voyez, la difficulté, ce référé liberté, il n'est délimité par aucun délai. Il n'y a pas de délai pour exercer un référé liberté. Alors il faut qu'il y ait une urgence. Donc on imagine bien qu'il faut que ce soit assez rapide, mais c'est une vraie question pour les praticiens que vous êtes, c'est-à-dire, est-ce qu'on laisse quelques jours, est-ce qu'on est sur un week-end, est-ce qu'on est dans des vacances, enfin voilà. En tout cas, ça sera examiné. Et il y a une autre question qui nous était apparue quand on a rencontré des professionnels de santé, qui était de savoir... pour certains d'entre eux, ils se disaient, mais jusqu'où va notre obligation d'information ? C'est-à-dire, oui, on a notifié la décision. Certes, on attend avant de mettre en œuvre la limitation ou l'arrêt des traitements. Bon, mais est-ce qu'on doit informer ces personnes, ces proches, dans notre cas des parents, du fait qu'ils ont la possibilité de faire un recours ?
Et avec une question qui est, d'abord, est-ce que c'est dans leur rôle de médecin qui a pris la décision? Bien sûr, il a une obligation d'information, mais une obligation d'information médicale. Il n'y a pas une obligation, théoriquement, d'information de type juridique. Et puis, au-delà de le champ, enfin le contenu de l'information, il y a aussi, est-ce que c'est bienfaisant? C'est-à-dire, est-ce que c'est bienfaisant de dire à des personnes à qui dont on informe en fait d'une décision, de leur dire, vous savez, vous pouvez toujours recourir au juge, voilà. Et en même temps, ne rien dire, c'est aussi potentiellement discriminer, en tout cas se dire, certains savent qu'ils peuvent faire des recours et d'autres ne savent pas qu'ils ont cette possibilité. Donc c'est quand même ça aussi une difficulté, en tout cas qu'on entendait. Voilà, en particulier dans des zones où il y a des écarts entre la population, certains sont très informés et d'autres ne le sont pas. Et voilà, donc ça c'est une première interprétation qui dit comment il faut entendre, enfin en tout cas qui précise un peu la procédure. Et puis après, bien sûr, il y a le juge administratif que Camille évoquait, le Conseil d'État, qui a ajouté aussi en 2018 le fait qu'une décision de limitation de traitement était limitée dans le temps. Et donc que c'était 3 mois maximum, et avec une possibilité de la prolonger au-delà. Mais donc si on décide que si jamais l'état se dégrade, on ne fera pas, par exemple, tel acte de réanimation, eh bien c'est possible de le prendre, mais ça a une durée limitée. Et le juge administratif a dit à 3 mois. Et ensuite, si on prolonge, eh bien, il faut un réexamen par le médecin, pas sans obligation de collégialité, mais un réexamen de l'état clinique du patient pour vérifier que ça correspond toujours à ce qui a expliqué la décision de limitation des traitements. Et que c'est conditionné par l'absence d'évolution favorable du patient. Et ça aussi, d'autres médecins qui travaillaient avec des enfants, nous disaient, en réanimation, disaient ça pour nous c'est une difficulté parce que chez un tout jeune enfant, un bébé concrètement, en fait on aura toujours une évolution favorable. C'est-à-dire que entre le moment de la décision et si ça dure comme ça, en fait il aura eu des acquisitions, etc. Et donc pour nous c'est quand même très, très difficile. Bon, alors c'est vrai que ça n'était pas à propos d'un enfant que cette décision a été rendue, mais enfin, quand même, ça pose la question de la durée, et de l'application dans le temps. Voilà, donc c'est sûr que la procédure, telle qu'elle est décrite, implique aussi un formalisme, et ça même chez certains juristes qui pourtant sont quand même attachés au formalisme et à la traçabilité, etc., disent qu'il y a quand même aussi un risque de transformer un peu les médecins en greffiers, qui doivent absolument tout noter. D'un autre côté, c'est vrai que pour que le juge ait accès et puisse se prononcer sur quelque chose, il faut forcément qu'il y ait des éléments qui soient très précis dans le dossier. Mais certains juristes disent le risque, c'est que ça se fasse quand même au détriment de la réflexion éthique. C'est que finalement, on soit tout à fait dans le formalisme absolu, mais que finalement, on édulcore un petit peu la difficulté éthique et que la procédure soit menée de manière totalement éthique. Bon. Alors, le troisième point, c'était sur les exigences juridiques pour apprécier donc, de manière collégiale, dans la procédure collégiale, l'obstination déraisonnable. Donc on a compris que c'était pour le patient hors d'état de s'exprimer. Alors, pour ce que dit la loi, alors évidemment ça va dépendre de l'interprétation qu'on a faite tout à l'heure je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de l'article L1110-5-1, où on vous disait il y a plusieurs interprétations. Mais selon une interprétation qu'on en fait, on peut considérer donc, que la définition de l'obstination déraisonnable, elle est laissée aux professionnels, aux médecins, aux médecins et à l'équipe de soins, mais elle est encadrée par la loi qui quand même, alors c'est une interprétation seulement, qui dit que ce sont les actes inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le maintien artificiel en vie. Mais vous avez vu que tout le monde ne fait pas cette lecture de l'article. Et alors après, c'est ce qu'en a dit le juge. Et ça, le juge, il est constant depuis. Alors je dis depuis, en fait depuis la décision sur l'affaire Lambert, donc c'était en 2014, une des grandes, parce qu'évidemment il y en a eu beaucoup, mais je dirais la décision assez
fondatrice, c'est le Conseil d'État en juin 2014. Donc on est avant la loi Claes-Leonetti, d'accord, donc il juge sous l'empire de la loi de 2005, mais en fait, dans l'affaire Marois, qui sera jugée en 2017, donc après la loi Claes-Leonetti, on a exactement les mêmes considérants, le même texte, la même lecture, la même grille, etc. Donc ça n'a pas évolué sur ce point. Et donc le Conseil d'État dit, pour apprécier l'obstination déraisonnable, il faut prendre d'une part en compte d'une part des éléments médicaux et d'autre part des éléments non médicaux. Dans les éléments médicaux, et c'est là où il aura besoin d'une expertise, le juge pour les apprécier, c'est alors d'abord qu'il y ait une période suffisamment longue. Alors ça c'est pareil, sans doute heureusement, on n'a pas le juge administratif ne dit pas ce qu'est une situation, un temps suffisamment long pour caractériser l'obstination déraisonnable. En tout cas, dans l'affaire Marois, il a considéré que c'était 1 mois et demi entre le moment où elle avait été admise à l'hôpital et le moment où le médecin avait décidé l'arrêt des traitements. Il a considéré que c'était un temps insuffisant. On avait vu, mais c'est des cas d'espèces, et les situations sont toujours différentes, et sur un plan médical. Donc c'est très difficile de faire des comparaisons, mais il y avait une affaire, je crois que c'était le tribunal administratif de Lyon, où c'était un sexagénaire. Voilà, la décision elle a été prise au bout de 10 jours et le juge n'a pas considéré que le délai était trop court. Donc voilà, ça va être un peu du cas par cas, mais en tout cas, disons que ça va être une de ces grilles, un de ces éléments d'analyse, un de ces points de vigilance. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut un temps suffisant ? Eh bien, pour apprécier, bien sûr, l'état actuel du patient, son évolution depuis qu'il a été admis alors à l'hôpital, à chaque fois c'est des situations hospitalières, son pronostic vital et sa souffrance. Voilà. Alors après, sur les éléments non médicaux, c'est là qu'on va trouver la fameuse volonté. Et c'est là que le juge va essayer de voir s'il y avait une expression de volonté quelque part. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, l'absence d'expression de volonté de la part du patient ne fait pas présumer un refus. Donc, voilà, on ne peut pas déduire de la non-expression de volonté, alors ça pour un adulte qui aurait pu s'exprimer, que c'est un refus d'être maintenu en vie. Donc ça c'est important, même si ça n'a pas été dit pour les mineurs, c'est important parce que comme les mineurs sont plus souvent dans l'incapacité d'exprimer une volonté, on ne va pas présumer que c'est un refus. Alors que le droit fait parfois des fictions sur cet aspect en matière, des présomptions de consentement ou de refus, ça existe en droit. Donc il n'a pas été sur cette voie. Et donc ce que prévoit le Code de la santé publique et ce que dit le juge, c'est qu'il va falloir aller chercher tous les modes d'expression de cette volonté. Donc bien sûr, on l'a dit avec les directives anticipées, et là on répète l'exclusion des... Voilà, ce n'est pas un dispositif d'anticipation de la volonté qui est accessible aux mineurs, même discernants. Le témoignage de la personne de confiance, là non plus, ça n'est pas possible et on pourrait le discuter pour les mineurs, y compris discernants. Mais voilà, il y a les proches. Donc c'est vrai que dans l'affaire Inès, c'était évoqué dans la décision du Conseil d'État, le fait qu'elle n'avait pas exprimé du tout de... Pas clairement de volonté. En tout cas, il ne s'est pas basé sur une volonté de sa part dans un sens ou dans un autre pour se décider. Alors, voilà, ça peut interroger cette importance accordée à la volonté subjective, à la volonté du sujet dans la définition de l'obstination déraisonnable à laquelle le juge administratif est sensible. Et finalement, c'est vrai que on le comprend justement, et ça rejoint un peu sur une des interprétations qui était faite de l'article de loi tout à l'heure, c'est de dire il y a des flous. Et en fait, c'est dans la situation d'incertitude, le critère qui va permettre de pencher d'un côté ou d'un autre, ça va être cette expression de volonté. Voilà pour moi. Après, on voulait juste vous dire que, mais ça on déborde notre questionnement, mais en fait, c'est de dire, s'il y a une décision d'arrêt des traitements pour un patient hors d'état de s'exprimer au titre de l'obstination déraisonnable, alors il y a aussi obligation de faire une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Et ça, la Haute Autorité de Santé l'a dit dès qu'il y a eu cette possibilité de sédation profonde, enfin, dès la loi de 2016, dans son interprétation, a dit que le fait que le mineur ne soit pas envisagé dans la loi en tant que tel ne l'excluait pas du dispositif. Et donc là, il y a une automaticité de cette sédation profonde. Et on pourrait aller plus loin en disant que c'est automatique ça pour tout à chacun, sauf qu'un majeur pourrait, dans des directives anticipées, dire qu'il ne souhaite pas de sédation profonde et continue jusqu'au décès s'il y avait un arrêt des traitements ou une limitation au titre de l'OD, ce que ne peut pas faire un mineur, toujours par ce non-accès aux directives anticipées. Bon, c'est peut-être un cas d'école, mais voilà, c'était pour aller au bout de la logique. Donc vous voyez, il y a un dispositif qui est complexe, qui repose sur cet interdit fait aux médecins de s'obstiner déraisonnablement, mais en même temps qui repose largement sur la volonté du patient, et donc qui trouve assez mal à s'appliquer, enfin, qui pose de grandes difficultés pour le patient majeur, mais qui en pose encore davantage sans doute pour les mineurs. Ça ajoute, si vous voulez, un niveau de complexité, et c'est ça que Camille va davantage éclairer. Mais est-ce que vous avez peut-être des questions? Oui, peut-être déjà à ce stade. Oui. Oui, pour revenir sur l'incapacité du mineur de désigner une personne de confiance, quelle est la contradiction concernant l'incapacité des mineurs de désigner une personne de confiance, quelle est la contradiction qui peut exister entre la rédaction de Léonetti-Claes et la loi Kouchner qui autorise en fait un mineur à se faire représenter par une personne adulte qui n'est pas l'un de ses parents pour un certain nombre d'actes médicaux? Est-ce qu'il y a un champ de réflexion concernant ce qui peut apparaître comme une contradiction juridique? Là, vous évoquez les cas dans lesquels un mineur, par exemple, va demander à ce que ses parents ne soient pas prévenus et on va lui demander de venir, enfin, une fois qu'on aura essayé de le convaincre, on va lui demander de venir avec une personne majeure. Alors, effectivement, la définition effective du champ dans lequel est donné un sujet mineur, c'est ce que je vais qualifier de liberté. Mais en fait, ça va être au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour un acte, c'est dans une situation donnée de recours aux soins, donc un patient, un médecin, à un instant donné, où là, le mineur va dire je ne veux pas que mes parents soient informés, et donc effectivement, on va lui donner une grande autonomie. D'ailleurs, c'est ce qu'on dira après. C'est que voilà, il y a une place qui peut lui être autorisée, mais vous voyez, c'est un peu de la casuistique au cas par cas. Alors que la personne de confiance, c'est vraiment désigner un autre référent. Et ça, mais je suis d'accord avec vous, hein, en tout cas, disons que la liberté qui avait été admise, mais quand même de manière exceptionnelle, en disant le principe, c'est quand même que ce sont les détenteurs d'autorité parentale qui vont l'accompagner, qui vont décider, etc. Mais voilà, il y avait quand même une dérogation possible, et là, on n'a pas donné toute sa portée en permettant la personne de confiance. Mais en disant que les détenteurs de l'autorité parentale sont les personnes de confiance, en quelque sorte les personnes de confiance naturelles. C'est que le principe pour le mineur, c'est que ce sont les parents la personne de confiance, même s'ils ne s'appellent pas comme ça, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas désigner une personne de confiance. Et donc, comme à titre exceptionnel, on peut évincer les parents. Au départ, c'était très restreint, puisque c'était pour la contraception, l'IVG. Kouchner a étendu, mais ça reste exceptionnel. Donc, on prévoit un dispositif exceptionnel, mais donc quand on revient au principe, à savoir que ce sont les parents, là, on ne permet pas une personne de confiance autre, parce qu'on pourrait très bien imaginer, donc on peut l'aborder maintenant, peu importe l'ordre, on pourrait très bien imaginer que le mineur atteint d'un cancer ne souhaite pas du tout cacher ça à ses parents, ils sont informés, mais qu'en revanche, s'il a 16 ans, 17 ans, 15 ans, je ne sais pas, qu'il souhaite avoir une personne de confiance, qui pourrait être soit un ami, soit un autre membre de la famille, parce que c'est trop douloureux d'en parler avec les parents, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il peut exprimer avec quelqu'un d'autre que ses parents, et on comprend pourquoi. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas permis, parce que les choses sont pensées comme les parents sont la personne de confiance, en fait. Et donc, ce que vous évoquez là, c'est vous prenez une exception. Donc, quand on est dans l'exception, on n'est plus dans le principe de la personne de confiance, et donc exit. Mais vous avez raison, c'est ponctuellement des... On reste dans une discussion de l'intérêt supérieur. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y avait une autre question, oui. La notification aux proches, elle se fait selon quelle modalité? Il faut leur dire, leur écrire? Ça, c'est pas dit. Ouais, voilà. Là, le juge n'a pas précisé. C'est pas précisé par le juge, mais
une notification dans le champ administratif, mais c'est l'administration. Et donc, effectivement, l'administration, elle doit notifier par écrit. Une décision individuelle, en fait, voilà, la notification, c'est pour les décisions individuelles et ça se fait par écrit. Mais après, c'est vos services juridiques. Une franche exception à la relation médecin-malade, voilà. Parce que ça ne nous arrive jamais. Quand on annonce un diagnostic, quand on annonce un pronostic, ça ne nous arrive jamais de le faire par écrit. Non, mais d'abord, il y a deux choses. Il pourrait y avoir très bien une notification qui soit conforme à votre pratique et donc qui soit évidemment dans l'entretien. Et en fait, vous, ce qu'il faut marquer dans le dossier, c'est de dire, voilà, ils ont été informés à telle date en présence d'eux, etc. Et éventuellement, on pourrait imaginer un doublon, mais c'est même violent, en fait, un doublon, recevoir par là. Même s'ils ont été informés avant, recevoir, voilà. Donc je pense que la notification, le juge admet tout à fait que, en tout cas dans les contentieux qu'il y a eu, à chaque fois, postérieurement, il veille bien à ce que, d'ailleurs il n'emploie pas forcément toujours le terme de notification, mais d'information, et en fait il veille à ce que vraiment il y ait une information claire sur c'est la décision à l'issue de la procédure collégiale qui est que. Alors, en même temps, vous l'avez peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé pour Inès, mais en réalité, c'est cette notification qui se fait oralement qui déclenche éventuellement la saisie, le recours. Et donc, s'il y a recours, c'est qu'on a été informé de la décision. Donc, devant le juge, cette question ne s'est pas posée. Oui. Parce que si j'ai saisi le juge pour me dire que je m'oppose à une décision, c'est que j'en ai été informé. Donc, ça ne s'est jamais posé en tout cas, dans le contentieux dont on parle. Oui, mais tu pourrais avoir un contentieux tu pourrais avoir une action en responsabilité. Oui. Qui serait, au contraire, de dire, donc il y a eu un arrêt des traitements. Et nous, en fait, on n'avait pas eu la notification de la décision. Mais ce que je veux dire, c'est que, vu l'enjeu, s'ils reçoivent la notification, à moins de vouloir le droit pour le droit, ils ne vont pas attendre que la décision soit mise en œuvre pour pouvoir démontrer qu'on peut faire une action responsabilité. Mais c'est important qu'il y ait une information. Ouais. De toute façon, ça, c'est la question de la preuve en droit. C'est-à-dire que là, la loi ne précise pas, mais c'est toujours la question de la preuve qu'il faut se ménager. Et c'est bien pour ça que, depuis un certain nombre de lois et de décisions qui, dans tous les domaines, accroît la responsabilité des professionnels en général, pas que des médecins, c'est vrai pour tous les professionnels, on est obligé d'avoir une traçabilité des choses pour établir ce qu'on a fait, parce que un patient ne peut pas démontrer qu'il n'a pas reçu une information, parce que ça c'est une preuve négative, et donc c'est à celui qui doit l'information de démontrer qu'il l'a faite, et donc à partir de là, il faut une traçabilité. Alors, on vient de voir que tout cet édifice-là de décision d'arrêt des traitements repose en grande partie sur la volonté du patient. C'est ce que Tatiana a démontré en reprenant le dispositif général. Et comme on l'a dit, nous, on est en train de parler d'un patient qui soit est dépourvu de volonté mature, disons, soit est hors d'état, parce qu'il peut être ce bébé ou cet enfant peut être dans le coma, soit il est discernant, c'est-à-dire il est suffisamment grand pour s'exprimer, mais en fait il est incapable juridiquement. Donc dans tous les cas, cet enfant il est doté de représentants légaux qui en principe sont ses parents. Et c'est pourquoi la décision d'arrêt des traitements ou de limitation pour des mineurs interroge finalement la place des uns et des autres, puisqu'on a, comme tu le disais tout à l'heure, ce tiers qui arrive, ce parent. Quelle est la place des parents? Quelle est la place de l'enfant quand il peut s'exprimer? Et il y a différents principes éthiques qui peuvent être mobilisés pour essayer de réfléchir à ces questions. Le principe d'autonomie du patient, qu'on peut mobiliser donc quand il est discernant. Donc encore une fois, dans l'affaire Inès, on aurait pu, le juge a cherché à savoir si elle avait exprimé une volonté, mais bon, en l'occurrence, les éléments du dossier montraient que sa volonté n'avait pas été exprimée clairement. Le principe de bienfaisance ou de non-malfaisance, selon comment on prend les choses, alors bien sûr à l'égard de l'enfant, parce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi quand même à l'égard des parents. Et éventuellement, le principe de justice, on en reparlera, sur la question des coûts, par exemple, que ça représente la décision qu'on va prendre. Alors, donc finalement, il y a deux grandes questions qui se posent. C'est quelle est la place des uns et des autres quand l'enfant, de toute façon, est incapable de volonté? Donc là, c'est quelle est la place des parents? Puis la deuxième grande question, c'est quelle est la place de l'enfant et des parents quand il est capable de volonté?
Mais avant d'aborder cela, je voulais rappeler un peu les dispositifs juridiques en matière de décision médicale, pas de fin de vie, de décision médicale pour les mineurs, pour montrer comment les parents sont envisagés dans cette décision. Alors d'abord, j'ai plusieurs corpus à analyser. D'abord le Code civil, qui est le corpus qui s'occupe des relations notamment familiales, pas que, mais notamment familiales, et qui nous dit que les titulaires de l'autorité parentale, qui donc le plus souvent sont les parents, mais ça pourrait ne pas être le cas si les parents ont été destitués de leur autorité, par exemple pour mauvais traitement. Donc, dans les contentieux qui nous intéressent, ça a toujours été les parents. Donc, les titulaires de l'autorité parentale doivent exercer cette autorité, notamment pour préserver la santé de l'enfant. Ça fait partie de leur mission dans le Code civil expressément. Pour cela, le principe qui est prévu, c'est l'exercice conjoint, c'est-à-dire que concrètement, ils doivent prendre les décisions à deux. D'où le fait que, pour certaines décisions médicales, il faut l'accord des deux parents. Alors néanmoins, le Code civil pose tout de suite une exception, parce que demander systématiquement l'accord des deux parents pour toutes les décisions, ça peut être lourd au quotidien, parce que le Code civil ne traite pas que des décisions médicales, mais de toutes les décisions en général qui concernent l'enfant. Et donc, la loi pose une présomption. Il est pour ce qu'on appelle les actes usuels, on présume que lorsqu'un parent agit, il le fait avec l'accord de l'autre. C'est la raison pour laquelle, par exemple en matière médicale pour des vaccins courants, les vaccins obligatoires, il est admis que le consentement d'un seul parent suffit. Mais oui, pour le Covid. Pour le Covid, alors pour le Covid, il y a eu un régime très dérogatoire, puisque même l'enfant à partir de 16 ans pouvait se faire vacciner sans l'autorisation des parents. Donc là, c'était totalement dérogatoire. Mais donc il y a eu un texte spécifique pour déroger aux dispositions du Code civil. Mais vous avez raison. Mais bon, en dehors de là, on voit bien la politique derrière, parce que l'idée c'était de vacciner même les enfants des antivax, donc voilà, qui eux voulaient continuer à aller à leurs activités extrascolaires. Mais bon, en dehors de cette situation précise, voilà, on donne souvent l'exemple des vaccins, parce que si c'est un vaccin qui est obligatoire pour aller à l'école, bon, l'accord d'un parent suffit. En revanche, si c'est un vaccin un peu exceptionnel, qui n'est pas du tout obligatoire, là, on va demander l'accord des deux. Et il faut que le tiers soit de bonne foi, c'est-à-dire que si le médecin sait que l'autre parent est opposant, il ne pourra pas dire « je suis en train, c'est un acte usuel », il ne pourra pas se prévaloir de cette présomption, il faudra bien l'accord des deux. Donc il faut entendre évidemment le désaccord des parents. Parce que là, on n'a pas de contentieux là-dessus, mais on n'a pas du tout évoqué dans le cas de la fin de vie, enfin, on pourrait s'interroger sur ce qui se passerait si les deux parents n'étaient pas du tout d'accord sur l'acceptation ou le refus de la décision de limitation ou d'arrêt des traitements. Et alors, ce que prévoit aussi, donc là c'est pour les parents, donc en principe les deux ensemble, mais quand c'est usuel, un seul. Et dans le Code civil, il est aussi prévu que l'enfant doit être associé à la décision des parents. Donc, vous voyez, selon son âge et son degré de maturité, c'est toujours ces formules-là qui sont employées, pour dire que quand il commence à être suffisamment grand et à comprendre, il faut qu'il participe, même s'il n'a pas encore la pleine capacité juridique, la pleine autonomie, si vous voulez, juridique. On retrouve la même idée dans le Code de la santé publique, donc là c'est un focus sur les décisions médicales. On a des textes généraux que vous connaissez, alors peut-être pas la numérotation, mais enfin c'est des textes généraux sur l'information et le consentement, qui précisent que le mineur doit recevoir l'information et participer à la décision d'une manière adaptée évidemment à son degré de maturité, et que son consentement doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Donc c'est toujours la même idée. Dès lors qu'il est suffisamment grand et mature, il doit participer, puisque ça le concerne au premier chef. Alors le Code, dans les textes que je suis en train d'envisager, ne dit pas explicitement que les parents, que les titulaires de l'autorité parentale doivent donner leur consentement, mais en fait, on le comprend parce qu'on voit qu'ils reçoivent l'information nécessaire à la prise de décision, donc l'information, elle est nécessaire pour donner son accord. Donc, ils reçoivent cette information. Et on voit aussi dans l'article sur le consentement que s'ils refusent un traitement, ça a certaines conséquences sur lesquelles je pourrais revenir. Donc, s'ils peuvent refuser un traitement, c'est bien que leur accord a été sollicité. Cela étant, on voit déjà, et ce texte est intéressant, qu'en cas de refus d'un traitement, ils ne sont pas tout puissants.
parce que si le refus qu'ils opposent, et c'est notamment la question des témoins de Jéhovah qui refuseraient une transfusion pour leur enfant, si ce refus risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, alors le médecin peut passer outre et délivrer les soins indispensables. Donc déjà ça, même si nous, on n'est pas dans des situations de refus de traitement pour les contentieux là dont on vous parle, ça nous donne déjà un indice que la loi n'envisage pas le consentement du parent comme tout puissant dans ces questions-là. Et là, on n'est pas sur de la fin de vie, on est dans les textes généraux. Mais nous, ça nous avait intéressé pour raisonner sur la fin de vie, en disant, bon, bien sûr, c'est très différent, puisque dans un cas, c'est un refus d'acte et l'autre, c'est une limitation, mais c'est de dire, finalement, les parents, oui, ne sont pas tout puissants, ils doivent agir dans l'intérêt de l'enfant, et donc, si on arrive à considérer que l'arrêt des traitements au titre de l'obstination déraisonnable, c'est dans l'intérêt de l'enfant, du coup, est-ce qu'on ne peut pas... Enfin, voilà, ça explique que la place des détenteurs de l'autorité parentale ne soit pas absolue. Voilà. Alors, on a un autre texte, donc, qui est un texte du Code de déontologie, donc, qui est, comme tu le disais, intégré à la partie réglementaire du Code de la santé publique. Donc ça doit être aussi un texte que vous connaissez, qui précise que sous réserve des cas dans lesquels le mineur peut demander le secret, qu'on évoquait tout à l'heure, demander que les parents soient tenus à l'écart, un médecin qui est appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir les parents, d'obtenir leur consentement, et si le mineur est apte à s'exprimer, à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit aussi être recherché. Donc on voit que tous ces textes, aussi bien très généraux dans toutes les décisions qu'on trouve dans le Code civil ou en matière médicale, vont dans le même sens, le consentement des parents et le consentement du mineur. Il se trouve que dans le cas spécifique de la fin de vie, comme on l'a dit dans la première partie, le cadre n'a pas été pensé pour le mineur. En fait, le cadre a clairement été pensé à partir d'une personne majeure. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour la personne majeure, quand on se plonge dans la question du consentement, il y a un texte qui nous dit, donc c'est l'article L 1111-4, là, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous dit, si la personne est hors d'état, à ce moment-là, et que je m'apprête à prendre une décision de limitation ou d'arrêt des traitements, il faut que je fasse une procédure collégiale, je ne peux pas le faire avant, il faut que je regarde les directives anticipées, etc. Donc, on en déduit que, finalement, l'alternative pour une personne majeure, c'est soit je peux donner mon consentement qui est plein et entier, soit je suis hors d'état. Et dans ce cas-là, c'est une procédure spécifique. Et on s'aperçoit en regardant le contentieux que, finalement, le mineur, quel que soit son âge, en fait, est toujours considéré comme hors d'état. Et donc, on va lui appliquer ce cadre. Donc, en lui appliquant ce cadre, on évince tous les textes dont j'ai parlé avant, ceux du Code civil sur l'autorité parentale, mais aussi l'article L 1111-2 et les premiers alinéas de L 111-4. Et donc, on a un seul texte sur la place des parents. C'est le texte réglementaire qui vient expliquer comment se déroule la procédure collégiale. Et ce texte nous dit, on recueille l'avis des parents, et l'avis, c'est forcément consultatif. Un avis, c'est consultatif, ce n'est pas un consentement. Donc, ce préalable pour dire que si on applique strictement les textes, et au terme du raisonnement que je viens de résumer, dans les situations de décision de limitation ou d'arrêt des traitements, la place des parents, c'est forcément au maximum consultatif. En réalité, donc on pourrait s'arrêter là en disant, bon ben voilà, mais en réalité, les juges, on voit à travers les contentieux que les juges vont plus loin. Ils confèrent une place toute particulière aux parents lorsque le mineur est incapable de volonté, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et puis, du coup, ça nous oblige à s'interroger sur ce que ça veut dire de le considérer comme hors d'état, quand précisément il est quand même en état d'exprimer quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on verra ensuite. Alors, quand l'enfant est incapable de volonté, quelle place pour les parents ? Alors, d'un point de vue éthique, finalement, dans la situation dans laquelle vous avez pu vous trouver, par exemple, pour l'affaire Inès, l'équipe soignante, elle est toujours dans une situation très complexe. Elle est nécessairement malfaisante d'une certaine manière, parce que soit on écoute les parents qui refusent l'arrêt, et donc on est malfaisant, puisque si on a pris cette décision, c'est qu'on pense qu'on va faire de l'obstination déraisonnable.
Donc on pense qu'on est malfaisant à l'égard de l'enfant. Et évidemment, si on prend cette décision et qu'on la met en œuvre malgré le refus des parents, on ressent aussi qu'on est quand même malfaisant à l'égard des parents. Donc, dans tous les cas, on est quand même perdant. L'idée quand même qu'on lit souvent chez les médecins, et notamment pour les services de néonatologie, c'est que il ne faut pas faire porter le poids de la décision médicale sur les parents. Et là, on voit bien, en fait, ça c'est une approche française, parce que la question de l'autonomie n'est pas du tout entendue de la même manière en France et puis dans les pays anglo-saxons. Donc, en Amérique du Nord, par exemple, les parents, en fait, ils ont une place absolument absolue, une place déterminante pour dire quel est le meilleur intérêt de l'enfant. Et donc là, s'ils s'opposent, on va continuer les traitements. S'ils sont d'accord, on arrête les traitements. En France, pendant très longtemps, c'est précisément l'inverse qui a prévalu, parce qu'on a été même jusqu'à écarter les parents, précisément dans l'idée de les protéger, pour ne pas qu'ils culpabilisent en raison de leur fragilité émotionnelle, mais aussi en raison de leur manque de connaissance et de compréhension de la situation. Aujourd'hui, et c'est ces évolutions qu'ont traduit la loi Kouchner, la loi 2005, la loi 2016, aujourd'hui on est dans une décision partagée, donc entre les réanimateurs, les proches, éventuellement même le mineur s'il est grand. Et donc c'est dans cette évolution qu'il faut voir quelle place en fait, concrète on peut accorder aux parents. Alors, quand le juge va venir, on va le voir tout à l'heure, donner une importance particulière aux parents, finalement c'est parce qu'il s'appuie sur une vision de l'autorité parentale qui, à mon avis, est un petit peu au-delà de ce que prévoit la loi. Il ne faut pas oublier que les parents reçoivent le pouvoir de représenter l'enfant pour toutes les décisions qui le concernent, mais pas comme ils le souhaitent. C'est un pouvoir qu'on appelle finalisé. Il est dans l'intérêt de l'enfant. Ils ne peuvent le représenter que dans son intérêt exclusif et pas dans leur intérêt à eux. Et il se trouve qu'on est dans des situations ici où parfois il peut y avoir un conflit d'intérêts entre les parents et l'enfant. Or, la loi, dans d'autres situations que la fin de vie, nous dit quoi faire en cas de conflit d'intérêts. Je prends un domaine tout à fait différent, en matière patrimoniale. Si un enfant doit accepter une succession ou doit accepter un legs dont il a bénéficié, et que son acceptation fait perdre une chance à ses parents d'être héritiers, il y a un conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas le parent peut faire quand même. On dit il y a conflit d'intérêts, on écarte le parent et c'est un juge ou un tiers désigné par le juge qui prendra la décision. Donc, dans l'autorité parentale telle qu'elle est conçue, si je sors complètement de la fin de vie, il n'y a aucun cas dans lequel le parent est tout-puissant. Alors évidemment, au quotidien, si vous voulez, on ne va pas aller voir tout ce que fait le parent, et s'il décide que l'enfant n'ira pas au judo, l'enfant n'ira pas au judo, évidemment. Mais quand on regarde comment ça fonctionne, quand on peut identifier un conflit d'intérêts et élever ce conflit devant le juge, on voit bien que les parents peuvent être écartés. Donc là, c'est un peu la même idée. On peut comprendre qu'un conflit d'intérêts naît ici entre l'enfant et les parents, et dès lors, on peut admettre que le consentement, la place des parents est un peu mise de côté, et c'est à mon avis cela qu'exprime le texte réglementaire qu'on a vu tout à l'heure quand il nous dit qu'on demande l'avis des parents. Néanmoins, ce n'est pas du tout la position, disons, majoritaire en doctrine. Beaucoup d'auteurs en droit de la famille sont dérangés par le fait que les textes ne prévoient que l'avis consultatif des parents. Et en dehors des questions techniques qui ont pu être soulevées par des juristes pour contester ce texte, ils estiment quand même que c'est anormalement dérogatoire au principe de l'autorité parentale. Et donc le juge, c'est un peu ça qui traduit, c'est un peu ce malaise de dire mais comment peut-on finalement dire que l'avis des parents ne serait que consultatif ? Oui, c'est vrai que dans cette affaire d'Inès, dramatiquement banale dans un service de réanimation, au final, ça arrive 2 à 3 fois par an.
Et c'est vrai que là, c'est caricatural. Et on était vraiment dans l'obstination déraisonnable. Donc, normalement, tout devait être géré assez rapidement localement. Et vous avez dit qu'il y a une interprétation possible, donc ce qui nous a conduit au Conseil d'État. Et ce que vous mettez entre parenthèses, on est revenu de Paris la queue entre les jambes. Le Conseil d'État nous dit, vous avez raison, mais c'est à vous de voir quand même, débrouillez-vous. Donc, en fait, rien n'était résolu. Et ça va être intéressant de voir comment vous interprétez la dernière phrase que vous avez mise sur votre diapo, quoi. Donc on s'est retrouvés tout nus. Au final, jusque-là, on n'a pas avancé d'un iota. Tout à fait, tout à fait. Sachant que le micro ne fonctionne pas. Non. Oui. J'ai entendu quand même. Vous non, vous n'avez pas entendu. Mais on va revenir, c'était sur ces aspects. On va revenir, c'est sur la mise en œuvre. Donc, avant de voir quelle place donne le juge dans ses décisions, c'est ça, oui, pardon. Oui, donc je voudrais revenir sur quelques termes qui ont été utilisés par le juge dans les décisions Inès et Marois, pour montrer que vraiment il a une vision que nous on a appelée maximaliste de la place de la volonté des parents. En fait, le juge va apporter une attention toute particulière à la place qui a été accordée aux parents par l'équipe médicale pour les amener à consentir. Par exemple, dans l'arrêt qui concerne Marois, on nous dit que l'avis des parents, donc on utilise bien le terme avis, parce que ça c'est dans la loi, le juge est obligé de l'utiliser, il ne peut pas dire consentement, mais on nous dit bien que l'avis des parents revêt une importance particulière. Donc c'est quand même spécial, quand vous avez une loi qui vous dit avis, on sait que c'est consultatif, quand le juge vient vous dire c'est un avis d'une importance particulière, ça montre bien qu'il essaye d'élargir un peu le cadre. Mais ça peut quand même être encore à ce moment-là compris comme... c'est vraiment la manière de le recueillir. Voilà, il faut que dans la procédure, voilà, il y ait bien une implication, que l'équipe médicale ait bien conscience d'impliquer les médecins. Ça ne dit pas forcément conforme quand même. Mais déjà, c'est une alerte. Voilà, c'est une alerte. La formule est reprise dans l'arrêt Inès, et là, le juge va plus loin parce que le juge administratif se réfère à l'un des textes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le texte du Code de déontologie, qu'un médecin applique au quotidien en dehors de toute question de fin de vie, qui est que quand il donne des soins à un mineur, il doit rechercher l'accord des parents et l'accord du mineur s'il est en âge de le donner. Donc là, on commence à s'interroger parce que le juge est en train d'aller chercher un texte qui, a priori, ne s'applique pas en situation de fin de vie. C'est tellement vrai que ce texte s'applique pour un traitement que le médecin s'apprête à donner aux mineurs. Et donc là, la question, c'est qu'on ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique du mineur sans prévenir les parents d'avoir leur consentement. Mais nous, ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'on est en train d'arrêter, de limiter ou d'arrêter un traitement. Mais malgré tout, le juge administratif se réfère à ce texte et en déduit donc que le médecin doit s'efforcer, en y attachant une importance particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents. Ce sont les termes de l'arrêt. Et dans l'affaire Inès, le juge va prendre le soin de relever tous les moments où l'équipe médicale a recherché l'accord des parents. Alors donc d'un côté, là, on voit vraiment qu'il apporte une telle attention à ces éléments qu'il donne une place très singulière aux parents. D'un autre côté, on peut aussi penser que le juge a entendu souligner qu'il faut laisser le temps aux parents de cheminer et d'adhérer, parce que je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire que l'adhésion, au plan éthique, ce qu'on recherche, c'est bien sûr l'adhésion des parents. Ce n'est pas parce que juridiquement, ce n'est pas expressément exigé qu'au plan éthique, on ne va pas essayer de l'obtenir. Et donc, c'est aussi une manière pour le juge de relever, là en l'occurrence, que l'équipe médicale avait vraiment laissé le temps aux parents d'arriver à l'adhésion, même si finalement ils n'avaient pas adhéré. Parce que sinon, on se doute bien qu'il va être extrêmement difficile de mettre en œuvre la décision d'arrêt des traitements. Et d'ailleurs, sur la question, ça m'amène à dire un mot sur la question de la mise en œuvre de la décision, c'est ce que vous avez évoqué, parce que là, on est face à une décision validée par le juge, et en plus qu'il a vraiment épluché le processus, donc elle est bien validée, cette décision. Et pourtant, de manière très surprenante, le juge nous dit qu'il appartiendra aux médecins compétents d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si et dans quel délai
la décision devra être exécutée. Si au plan, encore une fois, évidemment qu'il appartient au médecin de savoir à quel moment il va mettre en œuvre sa décision, c'est pas, sur ce principe, ce n'est pas discutable, mais ce qui est étonnant, c'est que le juge ait besoin de le dire, parce que, par principe, on le saisit pour suspendre une décision. Il examine la décision, il dit qu'elle est valable, juridiquement, elle est donc exécutoire. Bien sûr qu'il appartient au médecin, ce n'est pas parce qu'elle est exécutoire qu'à ce moment-là, tac, dès que la décision est rendue, on doit débrancher. Mais néanmoins, c'est quand même étrange d'avoir à le dire, et comme vous le dites, ça, on a l'impression qu'on n'a pas avancé d'un iota. Et en tout cas, c'est tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire que jamais le juge administratif ne raisonne comme ça. Donc déjà, je vous dis que dans le cadre du référé liberté appliquée aux situations de fin de vie, il va plus loin, puisqu'en fait, il fait de fait un contrôle de la légalité, et pas juste un contrôle de l'atteinte manifeste à une liberté fondamentale. Donc il va plus loin, comme le montre Camille, là il a été particulièrement attentif à tous les moments où le dialogue se fait avec les parents et comment ils sont associés, etc. Et pour à la fin dire, ben voilà, tout est parfait, mais en fait rien n'est résolu. Enfin, concrètement, sur la mise en œuvre, rien n'est résolu. Et en plus, sans indiquer vraiment ce qui va permettre aux médecins de déterminer... oui, bah oui. Alors là, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a un mélange de l'éthique et du juridique ici dans ces décisions, parce que ce que le juge relève dans sa décision, ce sont les bonnes pratiques. En fait, tout ce qui a été relevé, voilà, l'équipe médicale a manifestement été bienveillante, non seulement à l'égard de l'enfant, mais aussi à l'égard des parents, en essayant d'obtenir leur adhésion et en disant, parce que ça a été relevé dans la décision, de toute façon, on ne mettra pas en œuvre si on n'a pas votre accord. Mais le questionnement pour le juriste naît de ce que ces pratiques qui sont soigneusement relevées par le juge pour apprécier la légalité de la décision ont l'air de se transformer en règles juridiques. Donc bien au-delà, au-delà du texte qui parle de l'avis consultatif. Donc c'est ce que peut laisser penser cette décision, et cette impression, elle a été renforcée par le juge européen, parce que quand la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur cette même affaire, pour dire que la procédure suivie qu'il n'y avait eu aucune violation de l'article 2 de la Convention qui est sur le droit à la vie, donc c'est la liberté fondamentale qui est en jeu, dont parlait Tatiana tout à l'heure. Quand la Cour européenne s'est prononcée dans cette décision, elle a été très attentive justement au fait que les parents avaient été systématiquement associés à la décision tout au long du processus, et au fait qu'il avait été affirmé par l'équipe médicale que la décision ne serait pas mise en œuvre, la décision d'arrêt ne serait pas mise en œuvre sans l'accord des parents. Et c'est en relevant ces deux éléments, donc c'est-à-dire avec une place prépondérante des parents, qu'elle a dit que les exigences de l'article 2 sur le droit à la vie étaient respectées. Donc on a vraiment l'impression là que ces règles de bonne pratique entrent dans le champ juridique, et on pourrait en déduire qu'un arrêt des traitements devient juridiquement impossible sans l'accord des parents, finalement, quand on regarde ces décisions. Alors, c'est justement au regard de ce point qu'on voulait vous évoquer une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille de 2019. Tatiana l'a un peu évoqué en introduction, parce que là, on va appliquer les mêmes principes, mais avant même l'existence juridique du patient. Parce que la décision, donc c'est une femme qui est enceinte de triplés. L'une des triplés menace de naître très prématurément parce que les membranes ont été rompues, il y a une rupture des membranes, et on décide avant même la naissance qu'il n'y aura pas de réanimation pour cet enfant, étant précisé que pour les deux autres, ils espèrent, même si ça n'est pas ce qui va se passer, ils espèrent retarder l'accouchement pour qu'ils ne naissent pas prématurés. Dans cette affaire, il a été reproché aux médecins de ne pas avoir respecté la procédure collégiale qu'on doit respecter quand on s'apprête à faire une limitation des traitements dans cette situation. Ici, les médecins avaient décidé de ne pas réanimer. Ils avaient bien sûr prévenu les parents. Il y avait eu un dialogue, parce que le père en particulier était assez, demandait à ce qu'il y ait une réanimation. Donc ils avaient appelé le médecin qui avait suivi la patiente pour la grossesse, qui avait essayé d'appuyer
la position du médecin en charge là, de la situation. Mais il n'y avait pas eu de procédure collégiale, donc en fait, il n'y avait aucune traçabilité. Justement, il n'y avait pas d'éléments dans le dossier qui montraient qu'on avait bien respecté la procédure. Mais parce que pour le médecin, c'était un choix... un choix en fait, et du coup ils avaient dit on réanimera pas, je sais plus, c'était 22 semaines et oui, on mettra... Ah oui, parce qu'ils avaient un protocole, en dessous de 23 semaines ils étaient sûrs de ne pas réanimer, au-delà de 25 ils réanimaient, entre les deux c'était justement selon les cas. Donc ils décident de ne pas réanimer, ils disent il y aura une prise en charge palliative. Donc en fait ils ne l'analysent pas comme une limitation des traitements, voilà. Ils disent voilà, c'est un choix et par conséquent ils le prennent sans procédure. Et c'est vrai que c'est le juge qui requalifie en quelque sorte en disant en fait on est dans une limitation de traitement. Et donc, il fallait respecter la procédure collégiale. Donc là, c'est très fort juridiquement parce que c'est une limitation anténatale. Donc, on est bien en train de prendre une décision sur une personne qui n'existe pas juridiquement et qui n'existera jamais, en l'occurrence, parce qu'il se trouve, et ça c'est la loi qui le pose comme ça, que pour avoir la personnalité juridique, il faut naître vivant mais viable. Et il se trouve qu'il n'était pas viable puisqu'il n'a pas été réanimé. Justement, la décision de ne pas le réanimer, c'est parce qu'on savait qu'il ne naîtrait pas viable. Donc, en fait, ici, vous voyez qu'on est... Donc, la responsabilité, là, c'est une action en responsabilité, parce que vous comprenez bien avec la chronologie des faits que, en fait, tout ça s'est passé en 1 heure et que... en quelques heures, et que donc, évidemment, il n'y a pas eu de... Le juge n'a pas été saisi en référé liberté, évidemment. Donc, c'est une action en responsabilité. Et là, le juge dit qu'il y a une faute, parce qu'en fait, vous avez pris une décision de limitation et vous n'avez pas suivi la procédure. Donc, on voit quand même à quel point... Et alors, on peut s'interroger, oui, par rapport à la question de la place des parents. On voit, quand on engage la responsabilité, en droit, il faut une faute, mais il faut aussi un préjudice. Et ici, le préjudice, il y a un préjudice moral, c'est le fait de ne pas avoir, pour les parents, ne pas avoir été mis à même de s'exprimer sur cette question de la non-réanimation et, le cas échéant, éventuellement d'influer sur la décision médicale. Oui, c'est surtout ça en fait. Enfin, c'est déjà l'analyse de limitation et d'arrêt, en termes de limitation des traitements et de l'obstination déraisonnable et donc la procédure, mais c'est de dire finalement le préjudice des parents, c'est de ne pas avoir été associés et donc de ne pas avoir pu changer la décision. Et donc si on corrèle ça avec ce qu'on vient de dire, vous voyez, ça confirme dans un autre contexte qui est celui de la responsabilité, dire qu'il y a une place importante des parents. Ceci étant, c'est une décision de cour d'appel. Oui. Donc en fait, on est voilà, ce qu'on appelle les juges du fond. Le Conseil d'État sera peut-être saisi, on ne sait pas. Peut-être qu'il casserait en disant que ce préjudice n'existe pas. Enfin voilà. Donc il faut ou pas que ce n'était pas une décision de limitation. Voilà. Donc ça peut être très différent. Mais enfin, en tout cas, ça vous montre comment des juges peuvent raisonner sur ce matériau. Et puis, on peut s'interroger aussi sur la question de la bienfaisance, même à l'égard des parents, parce que cette place qui leur est reconnue finalement, enfin le poids de cette responsabilité, si on leur demandait d'intervenir au stade anténatal sur cette décision, pour un être finalement qui, même si évidemment il a une existence pour eux puisqu'ils ont suivi la grossesse, mais qui n'ont pas encore rencontré véritablement, c'est quand même compliqué en termes de bienfaisance pour les parents. Et d'ailleurs, dans cette même affaire, il a en plus été reproché, parce que finalement, malheureusement, les 2 autres triplés sont nés dans la foulée, donc elles sont décédées immédiatement, et il n'avait pas été discuté de leur sort, parce que les médecins s'étaient focalisés sur celle pour laquelle il y avait le problème au départ. Et donc, les 2 sont nés ensuite. Elles sont décédées et là, le juge reproche aux médecins un défaut d'information, de ne pas avoir informé donc les parents du fait que non seulement on ne réanimerait pas la première qui menaçait de naître trop rapidement, mais que si jamais les 2 autres naissaient dans la foulée, on ne réanimerait pas non plus. Et là aussi, on peut s'interroger sur la bienfaisance d'une telle information. Heureusement, on n'a pas du tout vécu des situations catastrophiques comme ça, mais à notre mini-échelle de mère, on se dit que quand on est à ce stade un peu difficile où on va accoucher et que ça ne se passe pas toujours exactement comme on aurait pensé, si on nous donne toutes ces informations, c'est pas sûr que ça améliore grandement la situation. Voilà. Donc ça, c'est quand même évidemment une question. C'est une question. On est au terme. On est au terme, donc on accouche. Donc, on accouche en disant que
L'autre point, voilà, mais on a déjà largement abordé, c'est lorsque l'enfant est capable, en fait, on s'aperçoit que là, il y a un véritable, et c'est un mauvais jeu de mots, un angle mort de la loi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle les dispositifs d'anticipation de la volonté, que sont la personne de confiance ou les directives anticipées, ne sont pas prévus pour ce mineur. C'est vrai que certains médecins évoquent une justification, notamment pour les adolescents, parce que c'est eux qui seraient concernés, de dire qu'à cet âge-là, on a une représentation de la mort un peu particulière, et peut-être encore plus quand on a une longue maladie, et que ce ne serait pas forcément très facile ou très clair de leur donner cette possibilité de s'exprimer. Voilà, bon, ça, des psychiatres pourraient nous éclairer peut-être sur ce point. En tout cas, sur la personne de confiance, il y a un vrai sujet, parce que autant les directives anticipées, c'est vrai qu'elles sont contraignantes. Alors, on pourrait en faire des consultatives pour le mineur. Mais la personne de confiance, son témoignage, ça n'est pas un avis, c'est un témoignage pour témoigner donc, de ce que voulait le patient. Et là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand le patient est un mineur de 16 ans, atteint d'un cancer, qui est dans une relation évidemment très dure avec ses parents, très douloureuse, que ses parents vont le perdre, peut-être que pour lui, avoir une personne de confiance qui est une autre personne, ça serait quelque chose d'intéressant. On peut l'interroger, sachant que nous, on va quand même, la France reste très très raisonnable, parce que si on compare à la Belgique, par exemple, vous savez que la demande d'euthanasie est autorisée même pour les mineurs. Hein, donc voilà, on voit que finalement nos voisins très proches ont des approches très différentes. Voilà, on vous laisse. Oui, peut-être que quand même vous avez un peu de temps pour poser des des réactions ou des remarques. Présente-toi à la mi-temps comme... Alain Mitton, médecin médiateur, praticien hospitalier en gynécologie obstétrique. Je voulais juste faire une remarque à propos de la désignation de la personne de confiance. Le texte, l'article L1111-6, dit que tout majeur peut désigner. Et quand on est devant un mineur, il ne peut pas le désigner. Et il ne peut pas non plus accepter, c'est plutôt éthique que légal, que ses parents soient forcément sa personne de confiance. Alors quand on a 3 ans, ça paraît implicite, et je comprends le syllogisme qu'on fait entre autorité parentale et personne de confiance, mais quand on a 13 ou 14 ans et qu'on vient réclamer une IVG dans un service d'orthogénie, on n'a pas forcément envie que l'autorité parentale et la personne de confiance soient cumulativement contraintes. C'est justement pour cette hypothèse qui était évoquée tout à l'heure que là on peut... Alors ce ne sera pas la personne de confiance, c'est vrai, mais si le mineur l'exprime clairement et qu'après discussion il maintient cette volonté que ses parents ne soient pas informés, vous pourrez accepter de procéder à l'IVG à condition qu'il se présente avec une personne. Et donc en fait cette personne, comme vous le disiez, jouera le rôle de la personne de confiance. Voilà, mais c'est vrai que la loi ne dit pas personne de confiance. Personne de confiance comme représentant. Le texte ne dit pas représentant. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais, en fait, l'idée, c'est une situation de compromis. C'est de dire, effectivement, à ce moment-là, on est dans une situation où le mineur ne veut pas de ses parents dans la situation. Donc, il permet ça, mais garde quand même le statut d'enfant dans une situation qui est difficile, et donc se dit, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement. En fait, c'est ça. Donc, c'est quand même lui permettre d'être entouré à ce moment-là. Donc, c'est pas le rôle de la personne de confiance, notamment pour les situations de fin de vie, de témoigner, mais c'est de dire, il faut qu'il soit accompagné. Donc, exigence d'un majeur. Mais moi, cette solution, je la trouve plutôt bonne en soi. En plus, c'est vraiment au cas par cas. On imagine bien dans une IVG, ça pourrait être un compagnon ou du coup, ça donne une liberté. Mais ceci n'empêche pas que par ailleurs, il pourrait y avoir une personne de confiance pour plus généralement, et en particulier avec ce rôle dévolu en situation de fin de vie. Sachant que dans l'IVG, souvent, c'est le majeur géniteur. C'est ça, voilà, c'est pour ça que je disais. C'est un paradoxe extraordinaire. Oui. Ouais. Je vous remercie de nous avoir ouvert ce champ de réflexion, mais si je résume, parce qu'un médecin face à la loi, on est toujours un peu démuni, on connaît mal les affaires, mais si je résume, quand le mineur n'est pas capable de s'exprimer
on peut interpréter la loi, et s'il est capable de s'exprimer, il y a un angle mort de la loi. Là où on a parlé d'angle mort, c'est qu'il nous semble que quand il est capable de s'exprimer, le juge va malgré tout le traiter comme un patient hors d'état, parce que précisément, il ne peut pas avoir accès à une volonté qui se serait exprimée dans des directives anticipées, par exemple. Et donc, il va quand même demander qu'on organise la procédure collégiale, etc. Mais dans le même temps, et on le voit très bien dans l'affaire Inès, il va quand même regarder dans le dossier s'il y a des éléments qui montrent qu'à un moment, il a exprimé ce qu'il a voulu. Parce que Camille, sur le hors d'état, enfin, je sais pas, imaginons que c'est vous qui savez nous répondre comment vous procédez. Si vous êtes en train de vous dire, on est dans l'obstination déraisonnable, on va limiter un traitement, enfin, voilà, où on va pas entreprendre, voilà. Pour une adolescente de 15 ans. Et si elle est en état de s'exprimer, j'imagine bien, en réalité, que c'est que bien sûr vous allez dialoguer avec les parents, mais avec elle aussi. Et en fait, vous allez aussi mesurer ce qu'elle souhaite, ce qu'elle est capable d'entendre ou pas. Donc moi, je ne crois pas du tout. Oui, mais en termes de responsabilité, est-ce que vous prendrez la décision sans avoir organisé une procédure collégiale que vous pouvez tracer ? Oui, mais en tout cas, la volonté sera quand même prise en compte. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans le fonctionnement du service, que ce soit des RCP ou des procédures collégiales, l'avis des parents est sur la table. Toujours on tient compte de l'avis des parents, puisque ça serait idiot de prendre des décisions avec un choc frontal avec les parents juste fait derrière. Donc obligatoirement, il faut en tenir compte, même si c'est facile de dire, non, les parents, c'est comme vous dites, avis consultatif, mais principe de réalité, ils sont là, les parents. Tout à fait. Donc on voit les parents avant, et voilà, comme je dis, un petit peu à tous ceux qui participent, l'avis des parents est posé sur la table, et fatalement, on en tient compte, ne serait-ce que par la durée de cheminement, ce qui s'est passé dans le cadre de cet enfant. Et dans l'affaire Inès, vous pouvez peut-être nous éclairer, pourquoi elle a exprimé une volonté ? Ah non, elle arrive dans le coma. Elle arrive déjà, le elle cerveau est détruit. Le juge avant, Alors, même était atteinte d'une maladie. La particularité, c'est que la maman nous dit quand l'enfant arrive, ma fille m'a dit que si un jour elle se retrouvait dans cette situation, elle ne souhaiterait pas être réanimée. D'accord. Donc on a transmis ça au juge. Évidemment, la maman a un petit peu oublié tout ça. Par contre, la tante de l'enfant l'a redit régulièrement. Oui, on se souvient de tout temps. L'enfant disait qu'elle ne souhaitait pas être réanimée. C'est pour ça que le juge dit on ne sait pas très bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de volonté contraire. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est les proches. Ça, c'est prévu dans la loi que les proches, dont la tante, peuvent... Alors, le niveau des proches, justement, puisque est-ce qu'il faut aller dans le cas particulier, est-ce qu'il fallait chercher l'arrière-cousin qui était dans un oued à Tamanrasset ? Non, en fait, ce que dit il n'y a pas de définition, et certains l'ont dit au moment de l'affaire Lambert en disant finalement la loi est mal faite, il faut une hiérarchisation des proches. Bon, nous on est assez hostile à ça parce qu'en fait, s'il y avait une hiérarchisation des proches, ça serait le législateur ferait avec une idée préconçue des familles. Voilà. Donc non, en fait, je pense que votre définition des proches est la bonne, c'est-à-dire que les proches, c'est les proches auprès du patient. Donc évidemment, pour un mineur, vous allez penser aux parents. Mais sinon, face à un majeur, ça va être de fait les gens qui l'entourent. Alors, ça peut être des gens qui sont malgré tout loin, mais qui vont prendre des nouvelles. Enfin, vous savez, en fait, dans ces situations en général, vous connaissez les réels proches. Mais bon, dans l'affaire Lambert, c'est quand même ça ce qui a posé problème au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, il a informé les proches qu'il voyait et qui n'étaient pas les parents. Et après, ça a quand même cristallisé un contentieux fort. Mais voilà, donc il n'y a pas de définition et c'est à vous au cas par cas. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Ah, miracle. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez connaissance de jugements ou de jurisprudence particulière pour les majeurs protégés ? Parce que j'ai la particularité d'être président de l'UDAF, et nous accompagnons 2000 majeurs protégés sous tutelle, et on nous demande notre avis, quelquefois, sur des décisions médicales. Alors, je peux vous dire que, comment voulez-vous que le président de l'UDAF donne un avis sur une décision médicale ? À part de répondre, je m'en remets à la sagesse du médecin. Alors oui, on a fait tout un projet de recherche. Alors on est en train de faire on a monté un projet de recherche. Et d'ailleurs, on aurait pu vous interviewer parce qu'on a interviewé. On mène actuellement un projet de recherche sur les décisions médicales pour les. Alors pas forcément sur la fin de vie, mais pour les majeurs protégés. Bon, en tout cas, dans le cadre de cette intervention, ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, on pouvait faire un parallèle avec les majeurs protégés parce que eux, ils ont aussi, disons que leur volonté, elle est fragile. Pas pour les mêmes raisons, c'est pas parce qu'ils sont immatures, mais ils peuvent avoir des facultés altérées. Et on voit que pour eux, malgré tout, il est possible de rédiger des directives anticipées et de désigner une personne de confiance, même si c'est sous contrôle du juge, puisque pour désigner, rédiger des directives anticipées, il faut qu'ils aient l'accord du juge.
quand ils sont sous une mesure de représentation à la personne, hein, là je m'adresse aux spécialistes, et pour la personne de confiance, le juge peut l'infirmer ou la confirmer au moment de l'ouverture de la mesure, parce que si le juge pressent qu'en fait il y a une ascendance, un ascendant pas très sain d'une personne qui s'est en fait autodésignée personne de confiance, le juge peut dire bah non, maintenant je mets la personne sous tutelle et Mais donc nous, on faisait un parallèle parce qu'on dit effectivement, c'est une situation où le législateur essaye de protéger, mais tout en préservant l'autonomie. Donc ça peut s'appliquer aussi aux mineurs. Et du coup, on constatait effectivement un contraste. C'est-à-dire que pour le mineur, on n'a pas du tout envisagé que ces mécanismes lui soient proposés, alors que pour un majeur, y compris le plus protégé, c'est-à-dire sous une mesure de représentation à la personne, c'est fait avec précaution. Voilà, mais en disant que ça n'est pas exclu. Et bon, mais sinon, pour répondre à votre question, enfin à ce que vous disiez, tous les entretiens qu'on fait dans le cadre de ce projet confirment ça. C'est-à-dire que les tuteurs vont renvoyer au médecin, enfin disent que ils sont pas la personne de confiance et ils peuvent pas intervenir. Et le médecin sait mieux que même ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc, oui, avec une précision quand même que certains tuteurs, enfin certains mandataires, n'ont pas forcément très clairement en tête les distinctions entre représentation à la personne, mesure qui se limite au bien, etc. Alors c'est très complexe, c'est vrai, mais un majeur qui est protégé avec une mesure qui se limite au bien ou avec une mesure qui va jusqu'à sa personne mais sans représentation, il est comme tout majeur. Il peut s'exprimer complètement et c'est sa seule décision qui doit être prise en compte. Donc c'est vrai que c'est des questions complexes. Pour le raisonnement et pour le plaisir du raisonnement, le législateur récemment a confié aux majeurs protégés sous tutelle, a rétabli le droit de vote systématique. Oui, en 2019. Donc le législateur a estimé que même quand on était sous tutelle, on a la capacité d'opinion et de voter, et donc d'avoir la clairvoyance de savoir pour qui voter. Donc je veux dire, là, il y a un aspect positif. Mais de toute façon, ça oui, il y a un mouvement d'autonomisation des majeurs protégés très clair. Je voulais revenir par rapport aux proches dont vous parliez. Là, ça marche ? Non. Peut-être vers le haut, comme ça. Non, on entend, mais c'est bon. Oui. C'était par rapport donc, aux proches dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de classement par rapport aux proches juridiquement. Donc, c'est pas simple pour des conjoints, quand il y a les parents également. Et puis, je me souviens que pour la clarinette, il y avait aussi, si mes souvenirs sont bons, le fait que les parents étaient séparés aussi. Donc, quand on se retrouve avec des parents qui ne vivent pas sous le même toit. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'éventualité d'un désaccord entre les parents. Il y a un vide quand même par rapport à ça, de ne pas savoir finalement. Oui, mais ce que je disais, c'est que je ne crois pas que ce soit que ce serait une mauvaise idée de penser que le législateur va clarifier, parce que s'il le fait, c'est sur une vision stéréotypée des familles. Oui. Et qui ne sont pas du tout la réalité des liens dans une situation donnée. Et là, on est... Donc, en fait, dire proche... Enfin, il fait déjà une hiérarchie, puisqu'il dit il y a une hiérarchie dans le dispositif. Oui. C'est les directives anticipées. À défaut, c'est le témoignage de la personne de confiance, parce qu'elle a été désignée pour ça. Et si on n'a rien, ce sont les proches. Et après, les proches, certes, il y a un flou, mais je pense qu'il faut l'assumer, parce que c'est ça qui vous permet de faire au plus juste en réalité. Là, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'avec les familles recomposées... Oui, mais ça va être... Du coup, ça va être aussi en fonction de ce qui vous est dit. C'est-à-dire, est-ce que le proche parle de lui ou parle du patient? Parce que si on est à la recherche d'une autonomie... aussi, et donc ça va être très important. Et donc c'est peut-être plus la tante que le père, plus le cousin. Enfin, vous voyez. Et donc vous, est-ce que ça vous aide à restituer un récit de vie, une autonomie, une identité du patient que vous avez en fait? Parce que sinon, quel choix vous faites dans l'affaire Lambert? En numéro 1 le conjoint ou les parents? Bah oui, mais c'est vraiment en réaction à ça que la question se pose. Excusez-moi, est-ce qu'en droit français, il n'y a pas une préséance de l'épouse? Non. Non. Non, pas dans ce choix-là, mais en droit patrimonial ou en droit. Allez, on va faire du vrai droit. Du vrai droit. Comme disait Noël, on n'a pas tout à fait l'habitude du vocabulaire juridique en dehors du cadre de la famille. Oui. En droit, est-ce qu'il n'y a pas une préséance de l'épouse? Alors,
le seul champ que je peux imaginer qui va dans votre sens, enfin qui reflèterait ça, c'est le droit successoral. En droit, c'est vrai que le droit des successions, c'est un droit dans lequel le législateur classe la famille. Il va les classer pour savoir qui va hériter. Et c'est vrai que ce classement est fondé sur un lien d'affection présumé, mais donc ça qui peut être complètement faux, mais pas seulement, parce qu'il est aussi fondé sur l'obligation alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a une obligation alimentaire qui est uniquement en ligne ascendant-descendante, c'est-à-dire je dois des aliments à mes ascendants et à mes descendants, et c'est tout, c'est pas en ligne collatérale, donc c'est pas à mes frères et sœurs, etc. Et donc le classement repose aussi sur cela. Et j'ai un devoir à l'égard de mon conjoint. Et donc, d'abord, la place du conjoint a largement évolué, parce que si je me place il y a 20 ans, avant 2001, la place du conjoint était assez mauvaise en droit successoral. En 2001, ça a tout changé. Donc déjà, on voit que c'est sur une échelle de temps assez courte que le conjoint a cette place. Et donc, c'est vraiment en matière successorale, et c'est régulièrement critiqué. C'est critiquer le fait que le législateur a fait ce choix qui peut être complètement déconnecté des liens d'affection. La seule chose qu'on dit, c'est oui, mais comme il y a l'obligation alimentaire, mais qui elle-même peut être critiquée, pourquoi est-ce que l'obligation... Alors, à l'égard de mes descendants, on le comprend assez bien, parce que si je mets au monde des enfants, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, donc pour pas que ça repose sur l'État, il faut bien que ça repose sur les parents. Mais pour le reste, on pourrait aussi dire que l'obligation alimentaire devrait être distribuée différemment. Donc dans cette branche du droit, c'est vrai, vous avez raison, et effectivement, dans le classement, alors c'est pas le conjoint qui arrive en premier, ce sont en matière d'héritage, ce sont les enfants. C'est la raison pour laquelle c'est pas vraiment une solution là. Parce que non, ce sont les enfants. Dans Lambert, mais ensuite, après les enfants, le conjoint est très bien placé. Mais ça dépend du régime matrimonial aussi. Alors, pas. En fait, non. En fait, non, parce que les règles successorales sont déconnectées du régime matrimonial. Il y aura deux liquidations distinctes. Il y aura la liquidation du régime matrimonial et ensuite la liquidation successorale. Et la place du conjoint ne change pas, mais ce qui se passe, c'est que dans le cadre d'un régime communautaire, c'est vrai qu'on peut s'arranger avec des conventions pour que le conjoint remporte tout. Mais si vous voulez, pour simplement réfléchir à comment le législateur classe, c'est vrai que le droit successoral suffit. Puis les régimes matrimoniaux font entrer en ligne de compte les conventions. Là, ce qui est très net, c'est que on ne peut pas déshériter ses enfants, par exemple. Donc ça veut dire que vraiment la loi pose une règle de priorité sur les enfants, alors qu'on peut déshériter son conjoint. Donc on voit déjà que la place, c'est quand même moins bonne que celle des enfants. Une dernière question. Oui, moi j'ai une question au sujet de la protection de l'enfance. Donc quand il y a un enfant, enfin des parents qui ont été déchus de leur autorité parentale, l'enfant qui est dans une situation où on doit prendre justement des décisions, effectivement il y a des représentants de cette autorité parentale, mais est-ce qu'on va d'autant plus, par exemple pour un mineur de 15 ans, rechercher lui sa propre volonté ? Il n'y aura pas cet avis des parents à mettre sur la table. Quelle est l'importance ? Est-ce que l'importance de l'avis de l'enfant est prépondérante du coup par rapport aux représentants ? Alors là, je pense que c'est une excellente question. Alors moi, je ne me l'étais pas formulée dans ce sens-là, mais c'est vrai que moi, ce que je m'étais demandé, c'est pourquoi le juge, dans les décisions que nous avons utilisées, parlait toujours des parents et non des titulaires de l'autorité parentale. Parce que dans la loi, c'est vraiment Parce que dans la loi, voilà. Donc moi, j'aurais tendance à dire d'abord, non, en fait, s'il y a un détenteur de l'autorité parentale, c'est un tiers, mais en fait, il a exactement la même place dans la procédure. Donc son avis doit être demandé. Mais en même temps, je rejoins, enfin, c'est un peu la question sur les majeurs protégés, c'est de dire, bah oui, mais c'est quand même déconnecté du lien. Enfin voilà, donc ça restera sans doute différent. Et c'est vrai que le juge parle des parents et nous, on s'était posé la question. Mais en même temps, il avait des parents. Oui, donc, voilà. En fait, dans le cas présent, c'était des parents. On ne peut pas tout interpréter. C'est vrai que le Conseil d'État avait déjà tellement de choses à dire. Il ne s'est peut-être même pas posé la question. C'était des parents. Mais c'est vrai qu'on s'était posé la question de se dire, mais pourquoi il dit les parents ? Parce que dans la loi, ce n'est pas les parents, c'est les titulaires d'autorité parentale. Donc je ne sais pas comment ça se passerait. À notre connaissance, il n'y a pas eu de cas comme ça, mais c'est vrai que la question... Et d'ailleurs, ça amène une autre question, parce qu'on pourrait avoir les parents qui ont été déchus de leur autorité, mais qui, quand même, voilà, à cette occasion, parce qu'ils sont, je ne sais pas, alcooliques, violents, etc., mais ils sont quand même là, et qui viennent dire qui s'inquiètent de l'enfant, et qui souffrent de la... Et quelle place on va leur accorder ? La question se pose aussi.
Vous n'avez pas fait le plus complexe. Il y a très probablement un sujet pour une autre soirée qui pourrait être la place des parents dans les choix thérapeutiques des enfants. Il y a eu cette décision récente également concernant la non-indication d'un traitement par hormone de croissance en fonction d'un conflit parental, où le juge a décidé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas d'être grand. Ce en quoi il n'avait peut-être pas complètement tort. Mais parce qu'il y avait des accords entre les deux parents. Ouais. Et l'enfant qui était considéré comme un tiers, entre guillemets. Donc, vous avez dû lire ça. Ouais, et puis, on pourrait, sur les changements de sexe, etc., on pourrait aussi avoir... Effectivement, ensuite, sur les assignations de genre, là encore, la dernière loi de bioéthique, la loi de bioéthique laisse un grand flou dans la rédaction de l'élément réglementaire concernant les éventuelles décisions et à quel moment un adolescent pourra éventuellement demander un changement de sexe. Ça l'est clairement désigné dans les anomalies du développement génital, mais pas encore dans les dysphories du genre. Ça sera la prochaine édition. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Alors, il ne faut pas oublier de récupérer.